Bonjour, alors aujourd'hui un temps magnifique, c'est le début du printemps. Je suis avec Madame Géraldine Sénierbieux, qui est la fondatrice d'une école basée sur de nouvelles pédagogies, une école expérimentale, la Marelle, et qui va nous raconter un petit peu son parcours, son aventure qui l'a menée à vouloir essayer d'autres pédagogies et à fonder donc sa propre école, une école donc expérimentale. Oui, alors tout a commencé en fait en 2010 à peu près. À ce moment-là, d'une part, j'exerçais le métier de sophrologue et d'autre part, j'étais déjà maman de 3 garçons. Dans mon activité de sophrologie, je commençais à me poser des questions par rapport au fait de voir arriver en séance des enfants de plus en plus jeunes à qui j'étais amenée à apprendre à respirer parce qu'ils étaient stressés, parce qu'ils avaient mal au ventre, parce qu'ils n'arrivaient pas à se concentrer, pour tout un tas de raisons. Et bien sûr, l'école n'était pas le seul facteur là-dedans, mais c'était quand même la plupart du temps un des facteurs. Donc j'avais une petite graine de questionnement par rapport à l'école. Et puis dans ma vie de maman, il y a eu vraiment un déclencheur. Un matin, en 2010, mon deuxième fils avait 8 ans, donc il était en CE2. Et juste avant de partir à l'école, il se plante devant moi comme ça, avec sa bouche toute tremblante, les larmes dans les yeux. Il me dit « Maman, c'est quand le plus vite qu'on peut arrêter l'école ? Parce que tu sais, moi je fais beaucoup d'efforts, mais je crois que je ne vais pas tenir longtemps. » Alors ça, pour un cœur de maman, c'est très très fort. Et donc, c'est de là que vraiment j'ai enclenché un processus, d'abord pour comprendre ce qui se passait pour lui, comment ça marchait dans sa tête, parce que, en fait, sur le papier, d'après les enseignants, d'après les résultats scolaires, tout allait bien. Mais visiblement, pour lui, tout n'allait pas bien. Donc, il s'est avéré ensuite que, en fait, c'est un enfant qui est dyslexique. Alors je me suis vraiment lancée dans comprendre comment ça marche apprendre d'une manière générale et comment ça marche quand ça marche moins bien. Voilà. Et ce faisant, je me suis découverte une passion pour la pédagogie, les apprentissages et la compréhension avec une ouverture sur différents systèmes d'apprentissage. Donc j'ai accompagné dans un premier temps mon fils et puis une année plus tard, quand avec ses enseignants aussi, on a fait un petit peu le bilan de cette année-là, d'accompagnement différent. Ce qui est venu, c'est de dire que en fait, tous les aménagements qu'on avait proposés pour mon fils, ils avaient été appliqués dans la classe pour tous les enfants avec un bénéfice pour tout le monde. Et l'enseignant me dit, mais en même temps, tu sais, chaque année, des enfants comme ton fils, on en a bien 3 ou 4 dans les classes et on a bien conscience de ne pas répondre vraiment à leurs besoins, mais on n'est pas formé et puis on n'a pas forcément les moyens par rapport aux contraintes qui nous sont posées de faire autrement. Et alors voilà, là a vraiment émergé l'idée d'une école. Je me suis connectée avec des écoles différentes déjà existantes, en particulier la Ferme des Enfants, l'école donc fondée par Sophie Rabi au hameau des Buis en Ardèche, et l'école du Colibri aux Amanins. Et c'était vraiment les 2 écoles premières inspiratrices de la Marelle, qui donc a ouvert, la Marelle a ouvert en septembre 2013. Alors donc pour résumer, ce qui s'est passé, c'est que ton fils avait donc un problème de dyslexie, et donc toi tu as décidé de mettre en place des choses pour l'aider, et en fait ça a tellement bien marché que ça s'est répandu à toute la classe, et de ce fait le professeur donc a salué
donc la qualité de ce que tu avais mis en place et comme ça, hop, tu t'es parti dans cette idée de créer une nouvelle école. Et du coup, la question qui me vient, c'est alors qu'est-ce que tu as mis en place donc qui marche comme ça, comment tu as fait pour répondre donc, à la problématique donc, de ton fils et en plus, donc, par effet d'écho, du coup, à la problématique de plein d'autres enfants donc, dans sa classe, puis maintenant dans la Marelle, un peu quels sont les outils, les approches que tu mets en place à la Marelle. Alors, le projet de la Marelle, il n'est pas fondé sur une pédagogie particulière, mais plutôt sur des intentions éducatives. Donc, la grande intention, en fait, c'est de dire tous heureux à l'école, on pourrait dire, s'il y avait un slogan à trouver. C'est l'idée qu'il n'y a pas de raison qu'un enfant soit malheureux et en souffrance à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tous les enfants soient heureux à l'école ? Ça, c'est vraiment la base du projet. Et après, donc ça, on l'a décliné selon 2 axes dans le projet pédagogique de l'école. Le premier axe, c'est l'enthousiasme dans les apprentissages. Comment cultiver le plaisir d'apprendre et à minima ne pas le casser ou le détruire. Et le deuxième axe, c'est la connaissance de soi, le savoir-être et le vivre ensemble. Donc l'axe enthousiasme d'apprendre, plaisir d'apprendre, on le nourrit de différentes manières. La chose principale, je pense, qu'on fait à l'école, c'est qu'on a révisé complètement la posture de l'adulte, la posture des adultes dans la classe. C'est-à-dire passer d'une posture d'enseignant à enseigner, d'adulte sachant, à une posture vraiment d'accompagnateur, et même un peu de coach personnel de chaque enfant. Donc une posture vraiment soutenante pour chacun. Ça veut dire que quand un enfant arrive à l'école, il y a toute une période en fait, où simplement on observe l'enfant. Et on n'a pas tout de suite, immédiatement, une intention pédagogique pour lui. D'abord, on l'observe. Et ensuite, on répond à ce qui nous semble être ses centres d'intérêt et aussi ses entrées cognitives. Donc, cet axe-là, plaisir d'apprendre, vraiment, ce qui le nourrit beaucoup, c'est ça, c'est que chaque enfant évolue à son rythme et selon ses propres entrées cognitives, en sachant que malgré tout, on respecte notre engagement vis-à-vis de l'éducation nationale, que chaque enfant acquiert toutes les compétences du socle commun dans son parcours. Ça, il n'y a pas de souplesse par rapport à ça, mais il y a une souplesse par rapport à comment il va l'apprendre, à quel moment il va l'apprendre et dans quel ordre. Et que ce n'est pas parce que cet enfant a 6 ans maintenant qu'il va forcément tout de suite apprendre à lire. Peut-être que pour cet enfant-là, il va d'abord apprendre autre chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une posture forte dans l'école. Les autres choses qu'on fait pour développer cet axe-là, c'est la coopération aussi dans les apprentissages. C'est-à-dire, souvent dans les classes, et ça, mon fils en souffrait aussi beaucoup. Après, quand on a creusé un peu le pourquoi de sa souffrance, il y avait aussi... mais je ne comprends pas pourquoi à l'école, je n'ai pas le droit d'aider les autres. Je ne comprends pas pourquoi un enfant qui a compris n'a pas le droit de m'expliquer à moi qui n'ai pas compris. Parce que je pense que je comprendrais beaucoup mieux si c'était un copain qui m'expliquait que quand le maître me l'explique. Et donc à la Marelle, vraiment, les enfants sont encouragés à coopérer dans leurs apprentissages. Et il y a tout un volet de apprendre à apprendre, en fait, où on leur apprend la coopération. Parce que ce n'est pas forcément spontané et facile, on le sait bien en tant qu'adulte. Et donc aux enfants, on leur apprend comment coopérer pour apprendre. Voilà. Et le deuxième axe, connaissance de soi, savoir-être, vivre ensemble. Alors, c'est à la fois, pour chaque enfant, la conscience de mon monde intérieur, donc moi et moi en relation avec les autres et moi en relation avec le monde. Des émotions, du langage des émotions, de savoir nommer, reconnaître, accompagner une émotion, la transformer. Qu'est-ce que je fais avec ça ? La connaissance de soi aussi dans la connaissance de ses besoins, la reconnaissance de ses besoins. Donc, de quoi cette émotion est-elle le signe en termes de besoins ?
Et la reconnaissance aussi de ces schémas de comportement inscrits, ces schémas un peu automatiques, c'est les énergies d'habitude. Voilà. Bon, pour faire ça, on utilise des outils de pleine conscience, des outils de psychologie positive aussi, pour amener chacun à mieux comprendre déjà son monde intérieur. Et après, comprendre sa relation aux autres. Et donc là aussi, en termes de comportement, comment je m'inscris en général dans une relation, est-ce que c'est agréable pour moi, est-ce que c'est agréable pour l'autre, et puis tous les aspects de gestion de conflits et médiation. Donc d'abord, on apprend aux enfants à résoudre des conflits entre eux. Si j'ai quelque chose avec toi, là c'est de l'ordre de la CNV en fait. Voilà, on leur apprend à aller dire, voilà, quand tu as fait ça, je me suis pas sentie bien parce que, et je te demande telle chose, est-ce qu'on peut en parler, voilà. Donc ça c'est la première étape de la gestion de conflits dans la classe. Et dans la classe, on forme aussi des médiateurs, des enfants médiateurs. Donc la médiation entre pairs. Donc quand cette résolution 1 à 1 ne marche pas, les enfants vont chercher un enfant médiateur qui lui a reçu une petite formation et qui va les aider à aller un peu plus loin dans le dénouement de la situation. Et si ça non plus, ça ne fonctionne pas, alors ils font appel à l'adulte. Mais l'intervention de l'adulte est vraiment en dernier. On essaye vraiment de leur apprendre à ne pas avoir le réflexe de dire « Ah, Géraldine, un tel, il m'a fait ça, nanana. » Voilà, vraiment de prendre la responsabilité de leur relation. Voilà. Donc ça, c'est moi et les autres. Et puis après, il y a la dimension plus vaste de moi et le monde, qui passe par des ateliers philo, ou en tout cas à visée philosophique. Soyons pas trop... Voilà, des ateliers à visée philosophique. Et puis tout le lien à la nature qu'on essaie de développer le plus possible avec les enfants, voilà, pour les connecter, ne serait-ce déjà qu'à minima aux saisons, au rythme de la nature, les amener à se questionner. C'est plutôt une approche par questionnement que par enseignement de quelque chose, quoi. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui est très important dans la classe, dont je n'ai pas parlé, et qui est plutôt sur le volet moi et les autres et vivre ensemble, c'est le conseil coopératif, donc le conseil d'enfants. Chaque semaine, en fin de semaine, le vendredi, les enfants se réunissent pour améliorer le vivre ensemble dans la classe. Donc ils amènent à la fois des questions, des problèmes, et puis aussi des remerciements, des signes de gratitude de ce qui va bien. Voilà. Donc, et à travers ça, on élabore en fait les règles de l'école. Au début de l'année, il y a très peu de règles dans l'école. Et chaque année, les règles s'élaborent au fil des conseils hebdomadaires d'enfants. Tout ça, bien sûr, est soutenu par des outils et des méthodes pédagogiques. Alors, bien sûr, on utilise la méthode Montessori parce qu'elle va dans le sens de ces intentions-là. On utilise des outils Freinet, on utilise la pédagogie de projet, on emprunte à un tas de courants pédagogiques, différents outils, mais qui ne sont pas notre raison d'être, en fait. Voilà, la raison d'être de l'école, c'est plutôt la vision, voilà, de développer aussi chez les enfants, permettre à chacun de révéler vraiment son potentiel personnel, ses talents propres, sans a priori de la part de l'adulte. Et permettre aussi de développer ce qu'on appelle les compétences douces, donc, ou les compétences du XXIe siècle, donc tout ce qui est autonomie, responsabilité, prise d'initiative, sens de l'effort aussi, parce que oui, ce qui est important de dire aussi, c'est que à la Marelle, comme dans plein d'autres écoles dites alternatives, on parle beaucoup de bienveillance. Alors évidemment que tout ça est soutenu par une grande bienveillance, et en même temps, il y a aussi beaucoup d'exigences
Et on nourrit aussi beaucoup le goût de l'effort. Et que c'est pas du tout, pour nous, c'est pas du tout contradictoire la bienveillance et la fermeté, la bienveillance et l'effort, la bienveillance et l'exigence. Voilà. Donc pour résumer donc, ce que tu as exprimé en plusieurs points, déjà tu as parlé du fait donc, de vraiment s'adapter à l'individualité de l'enfant. Donc, ça c'est quelque chose qui est très important pour vous. Ensuite, une éducation émotionnelle, apprendre à se raconter, apprendre à identifier ses émotions, se responsabiliser dans le conflit, se responsabiliser dans la vie de la classe, le fait d'apprendre à coopérer, à s'entraider, voilà, c'est ça. Il y avait ça, cette idée d'apprendre donc, à penser le monde, cette idée d'apprendre à être à la fois dans la bienveillance et dans la fermeté, et donc d'être dans ce que tu appelles les compétences douces. Voilà. Ok. Donc maintenant, la question qui me vient donc, par rapport à toutes ces visions pédagogiques, c'est comment, par exemple, face à un enfant qui arrive, comment ça s'articule. Imaginons que là, il y a un enfant qui arrive à la Marelle. Comment ça se passe? Quel est un peu le processus qui fait que tu vas l'intégrer dans ce fonctionnement, dans cette pédagogie? Alors, il y a des enfants qui arrivent en début d'année et il y a des enfants qui arrivent en cours d'année. Déjà, c'est différent. Bon, mettons en début d'année, les enfants qui arrivent en début d'année. D'abord, on fait une rentrée échelonnée. Donc, les enfants arrivent par petits groupes de 4 ou 5, ce qui nous permet pendant au moins 2 jours de les avoir juste comme ça en effectif réduit et déjà d'observer de premières choses. Après, au bout de 2 semaines, on a l'effectif total. Et pour les enfants que nous n'avions pas l'année précédente, on leur propose, en fait, là c'est vraiment une approche Montessori pour le coup, l'intégration. On leur propose de pratiquer les plateaux Montessori depuis les premiers, donc quel que soit l'âge de l'enfant, il va commencer par les plateaux de tout petit. Donc pour les personnes qui connaissent Montessori, donc tous les plateaux de vie pratique, de vie sensorielle. Donc quel que soit l'âge de l'enfant, il commence par des plateaux qui normalement sont pratiqués par des enfants de 3 ans. Et alors il va progresser très vite dans les plateaux, parce que par rapport à son âge, c'est des habiletés qu'il a déjà. Mais nous, ça nous permet de voir quand même comment il le fait, comment il s'inscrit là-dedans. Et ça nous donne beaucoup de renseignements sur le fonctionnement de cet enfant-là et sur d'où on part avec lui, de où il en est. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de partir pour chacun de là où il est. Et pas de là où nous, on suppose qu'il devrait être parce qu'il a tel âge ou parce qu'il a fait telle chose avant. Donc voilà, ça peut prendre... ça dépend. Pour certains enfants, en une semaine, on a tout de suite vu. Pour d'autres, ça peut prendre parfois toute la première période de l'année scolaire. Mais c'est vraiment pas du temps perdu, parce qu'après, on est sûr de proposer à l'enfant les choses qui lui correspondent. Donc, de ne pas le mettre en échec, de lui permettre d'accumuler des réussites. Et ça contribue aussi évidemment pleinement au plaisir d'apprendre. Le fait de se dire à chaque fois que j'essaye quelque chose de nouveau, finalement, je le réussis. À un moment donné, je le réussis. Donc, voilà comment ça se passe. Et puis alors, pour les enfants qui arrivent en ayant déjà un parcours dans une autre école, souvent on a besoin de dégager des temps spécifiques de cours particuliers, entre guillemets, sur toute la dimension connaissance de soi, en fait. C'est pas comme une sorte de rattrapage, mais enfin pour qu'ils comprennent quand même assez rapidement pourquoi on se parle comme ça et pas autrement, pourquoi... les règles du vivre ensemble sont quand même assez différentes, et pour un enfant qui n'a pas l'habitude, ça suppose quand même quelques explications et apprentissage. Donc pour les enfants nouveaux, il y a des temps un peu plus longs d'ateliers de connaissance de soi. Et si nécessaire, si on voit qu'il y a vraiment sur d'autres apprentissages des choses plus difficiles pour cet enfant-là, on va aussi, autant que possible, dégager du temps un à un d'apprentissage one-to-one pour débloquer des situations. Je pense en particulier à des enfants
qui auraient été en échec sur certains apprentissages. Par exemple, souvent, c'est les mathématiques. Bon, c'est comme ça, mais, et qui, du coup, bloquent juste sur le terme, la terminologie mathématique. Et juste quand savoir que là, ce que va faire, c'est des mathématiques, tout de suite, de toute façon, je ne sais pas faire, je suis nulle et tout ça. Donc, on peut accompagner chaque enfant à dépasser ces blocages-là, à dépasser ces ancrages négatifs par rapport à des situations passées qui auraient été douloureuses pour lui et qui laissent une empreinte mais qui bloque l'évolution, en fait. Voilà. Les enfants qui arrivent en cours d'année, c'est un petit peu le même processus. Simplement, il y a quand même l'effet de groupe qui contribue à l'intégration. Parce que, à un certain moment de l'année, on va dire à partir du mois de novembre, décembre, voilà, le groupe est vraiment en cohérence par rapport à tout ce qu'on pratique. Donc, un enfant qui arrive est un peu tout de suite pris en immersion dans notre fonctionnement. Mais on va aussi souvent être quand même amené à lui proposer des temps spécifiques de connaissance de soi. C'est souvent là-dessus qu'on a besoin d'accompagner davantage les enfants qui ont eu un autre parcours précédemment. Alors du coup, par rapport à ces ateliers donc de connaissance de soi, moi je trouve ça hyper, ça me passionne en fait, parce que justement, quelque chose que je trouvais qui manque vraiment dans l'école, on va dire conventionnelle, c'est qu'on est beaucoup basé sur l'extérieur en fait. On est beaucoup basé sur l'apprentissage de comprendre et maîtriser l'extérieur et très peu en fait sur soi-même, sa créativité, ses émotions, ses rêves, ce qui nous anime. On pose assez peu de... Alors qu'il y a vraiment une éducation à faire là-dessus. Et justement, ce qui m'intéresse, alors comment vous vous y prenez? Alors tu m'as dit donc que vous utilisiez la pleine conscience par exemple. Les enfants sont-ils réceptifs à la pleine conscience? Comment tu fais pour... parce que donc dans cette chaîne YouTube, on interviewe pas mal donc des moines zen, des gens qui sont dans la pleine conscience. Et moi-même, je vis dans un monastère bouddhiste. Et du coup, ça m'intéresse de savoir comment tu t'y prends, comment vous vous y prenez pour amener la pleine conscience à l'enfant, comment vous faites pour que lui il apprécie ça, pour que ça soit pas ennuyeux, pour que... Déjà, je te remercie parce que tu me donnes l'occasion quand même de préciser que la marelle, c'est pas juste moi et qu'il y a une équipe. Et que voilà, et donc j'emploie vraiment le nous parce que y a une équipe d'adultes à l'école. Alors en ce qui concerne la pleine conscience, c'est une intention forte et en même temps on reste modeste dans ce qui est possible de faire avec un groupe d'enfants de 3 à 11 ans. Alors ce qu'on fait concrètement, on a la pratique de l'arrêt. On a les cloches que vous avez ici au monastère. Et voilà, quand on sent qu'il y a un besoin de recentrage, soit pour un enfant, soit pour le groupe dans sa globalité, on sonne la cloche. Là, les enfants savent faire une chose. Nous, on leur a appris que c'était le triangle bleu pour les aider à visualiser ce qui se passe au niveau de leur respiration. Donc, ils savent que quand la cloche sonne, j'inspire, j'expire, je pose ma respiration avant de reprendre une inspiration, expire, pause. Donc quand la cloche sonne, on fait 3 triangles bleus. En fonction des enfants, certains, en faisant ça, ont acquis l'automatisme de se connecter à ce qui se passe à l'intérieur, à leur météo, etc. Et d'autres juste font le triangle bleu. On a les repas aussi, donc le début du repas de midi se passe en silence. En fait, jusqu'au dessert, donc on s'attend pour commencer le repas. Jusqu'au dessert, c'est en silence. Et après, quand c'est le dessert, on peut à nouveau parler normalement, mais calmement quand même. Et puis dans l'école, on a un espace qui s'appelle l'espace de recentrage. Où là, en fait, on a regroupé, ou on regroupe en fait au fil du temps, tous les outils de connaissance de soi et de vivre ensemble qu'on introduit au fil des ateliers. Donc la roue des émotions, on a tout un système, voilà, les trésors, les crocodiles qui désignent un petit peu
notre potentiel frustré, là, nos schémas, voilà. Bon, tout un tas d'outils comme ça qui sont dans cet espace de recentrage et des coussins. Et c'est un espace très épuré, voilà, en termes de décoration ou comme ça, et où en fait un seul enfant peut aller à la fois. Et dans cet espace, ils ont aussi un lecteur de CD dans lequel il y a le CD de Méditer comme une grenouille, calme et attentif comme une grenouille. Voilà, calme et attentif comme une grenouille. Donc ils peuvent se passer ce CD pour faire une courte méditation. Donc il y a des petites méditations de 3 minutes ou 10 minutes maximum. Voilà, donc ils sont assez autonomes en fait dans ce qu'ils choisissent de prendre ou ne pas prendre. Alors pour ces outils de pleine conscience, salle de recentrage et tout ça, comme pour la plupart des autres apprentissages aussi d'ailleurs, ce qui compte énormément, c'est l'exemplarité des adultes. Donc, en premier, en fait, ce qu'on fait, c'est que tout ça, on le fait nous-mêmes. On pratique nous-mêmes et donc tout le monde s'entraîne. Voilà. Donc, on a bien conscience que rien n'est vraiment abouti dans ce domaine-là à l'école. Mais tout le monde s'entraîne et les enfants nous voient aussi monter à l'espace de recentrage quand on en a besoin. On peut laisser les enfants tout seuls en leur disant « Écoutez, là, je vais 5 minutes à l'espace de recentrage, je reviens, continuez votre travail. » Voilà, donc l'exemplarité est vraiment une importance capitale dans la manière qu'ils vont avoir, eux, d'intégrer, de s'approprier les choses. Alors merci beaucoup Géraldine pour tout ce partage à propos de ce magnifique projet donc tu as créé avec ton équipe. Alors la question qui me vient évidemment c'est où est-ce qu'on peut trouver donc des sources vis-à-vis de la Marelle, est-ce que vous avez un site internet, voilà, est-ce qu'il y a une petite banque de données quelque part? Voilà. Alors oui, la question de la documentation de ce qu'on fait est très présente en ce moment dans notre esprit. Pour le moment, on a un site internet, effectivement, qui s'appelle marelletcompagnie.com. Donc, on décrit le projet pédagogique. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on n'est pas les seuls à faire des choses différentes. Donc, on peut aussi trouver des informations sur d'autres sites. Je pense en particulier au site de Synlab, Bâtisseurs du possible, Les Saventuriers. Je ne peux pas être exhaustive, c'est ceux qui me viennent en tête là comme ça, mais il y a beaucoup de ressources sur Internet en termes de transition éducative et de visions différentes de l'éducation et des apprentissages. Oui.